rendu à la troisième présentation de la soirée qui sera donnée par Jean-Sébastien Gauthier. Le titre de sa présentation est Écologisme et éco-anxiété, comment sortir du piège. Jean-Sébastien, il complète une maîtrise en éducation à l'UQTR sur les relations entre l'éco-anxiété, la curiosité et l'engagement écologique. Il est également enseignant des sciences et technologies au CSS du Chemin du Roi depuis 2017. Accueillez-le chaleureusement, Jean-Sébastien. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, super. Bon, ben ma présentation est déjà faite. Vous me connaissez maintenant. Je viens vous parler aujourd'hui d'éco-anxiété. J'aimerais ça savoir, avant de commencer, à qui je m'adresse. Est-ce qu'il y en a dans la salle? En fait, à main levée, j'aimerais ça savoir qui sait ce que c'est l'éco-anxiété. OK, c'est bien. C'est ma génération. Je ne suis pas sûr que si je m'étais adressé à un public entièrement de professeurs de l'université, j'aurais eu la même réponse. Mon directeur, il ne savait pas c'était quoi avant que je lui présente, mon directeur de maîtrise. Mais juste pour que ce soit clair pour tout le monde, l'éco-anxiété, okay, c'est un ressenti désagréable qu'on vit face au constat des bouleversements environnementaux actuels, passés et futurs, et aussi lié à l'incertitude qui accompagne ces bouleversements environnementaux-là. Souvent, l'éco-anxiété, ça s'accompagne d'inquiétudes, de craintes et aussi de différentes éco-émotions. Je vais y revenir. D'autres éco-émotions qui ne sont pas l'éco-anxiété, il y aurait par exemple la colère, la tristesse ou la colère, la tristesse ou la culpabilité environnementale, par exemple. L'éco-anxiété, juste pour vous faire un petit topo rapide, c'est une préoccupation importante pour 3 personnes sur 4, si on regarde au niveau des élèves du secondaire au Canada. Pour un élève au Québec sur 10, c'est une préoccupation assez importante que ça a des répercussions sur le sommeil et sur le fait de pouvoir profiter de la vie quotidienne. Donc pour une personne sur 10, c'est un enjeu à ce point important. Malgré tout, il y a un élève sur 2 qui dit ne pas s'impliquer au niveau environnemental pour s'attaquer aux différents enjeux environnementaux. Alors moi, comme prof de sciences qui m'a amené vers la maîtrise, qui m'a amené à me poser ces questions-là sur l'éco-anxiété, c'est que je me suis dit, bon, les bouleversements environnementaux, c'est ce qui entraîne l'éco-anxiété. On ne se cachera pas rien, l'éco-anxiété, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas de bouleversements environnementaux. Si on veut s'attaquer à la source du problème, bien, il faut en fait stimuler chez les gens l'engagement écologique. Okay? L'engagement écologique, si on veut le faire de la bonne manière, bon, on doit avoir un minimum de connaissances environnementales. Puis ces connaissances-là, ben, malheureusement, c'est aussi un peu les connaissances qui contribuent à l'éco-anxiété. Ce qui fait que moi, comme enseignant de sciences, je me posais la question, quand vient le temps de parler des bouleversements environnementaux, qu'est-ce que je fais avec mes élèves? À quel point je vais répondre à leurs questions? Fait que vraiment, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est ce qui m'a amené à me poser ma question de recherche, puis à m'intéresser à l'éco-anxiété, à la curiosité, à l'engagement écologique. Bon, je vous le dis tout de suite, dès le départ, là, la solution, pour moi, c'est juste plus de connaissances. Okay? Je vais y aller un peu plus dans le détail, là, mais okay, ici, je disais, c'est paradoxal, mais finalement, on se rend compte que le plus de connaissances on a sur les enjeux environnementaux, sur les problématiques environnementales, mieux on va être outillé. Parce que plus on connaît quelque chose, généralement, moins on en a peur. Okay? Ça, c'est une des choses. Donc, des connaissances sur les problématiques environnementales, des connaissances aussi spécifiques aux solutions concrètes. Ça a l'air bête, là, dit comme ça, mais les médias, souvent, quand ils nous parlent des problèmes environnementaux, ils nous parlent des problèmes, ils ne nous parlent pas des solutions. Alors qu'en tant que prof de sciences, c'est une des choses que moi je peux faire, partager des connaissances sur les solutions concrètes. Puis ça aussi, je vais y revenir, c'est une chose sur quoi on peut focaliser qui va nous aider à gérer l'éco-anxiété. Et finalement, s'informer aussi sur les éco-émotions et en tant que prof de sciences, partager cette information-là, mieux comprendre comment, en tant qu'individu, on s'adapte face à ces différentes émotions désagréables-là. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Comment on s'adapte au changement climatique d'un point de vue émotionnel. Bon, juste pour commencer brièvement, vous le savez peut-être déjà, là, quand on fait face à une situation qui est menaçante, okay, l'individu a tendance à ressentir, en fait, quand c'est une situation qui est menaçante dans l'immédiat, l'individu va ressentir du stress et va généralement avoir une réponse de type combattre, fuir ou figer. Ça, c'est le stress. Si on fait face à une menace qui est plus ou moins lointaine dans le futur ou géographiquement,
c'est pas tout à fait du stress qu'on va ressentir, c'est là que l'éco-anxiété va arriver, dans le cas des changements climatiques et autres enjeux environnementaux, mais c'est l'anxiété qui va arriver ici. Puis l'anxiété, l'individu a tendance à y faire face avec différentes stratégies d'adaptation qu'on peut classer en 3 catégories que je vais vous présenter aujourd'hui. Les stratégies qui sont axées sur la résolution du problème, celles qui sont axées sur la gestion des émotions et celles qui sont axées sur la quête de sens. Dans le cas des changements climatiques, vous allez voir que les 2 premières catégories ont certains désavantages, alors que la troisième, c'est vraiment celle qui est la plus, c'est celle qui est optimale dans ce cas-ci. Je vais utiliser un cas fictif pour vous donner des exemples de ces stratégies d'adaptation-là, pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il en retourne. Donc, le cas de Kim. Kim, c'est un jeune adulte québécois. Il vient même de terminer son DEC en sciences nature à Rouyn-Noranda. Il habite encore chez ses parents. Puis hier soir, Kim il a regardé un documentaire sur les changements climatiques, documentaire qui est assez sensationnaliste. Fait que là, mettez-vous dans l'ambiance un petit peu, mettez-vous dans sa peau, là. Il a regardé un documentaire qui disait à quel point ça va mal, à quel point les bouleversements environnementaux nous menacent nos milieux de vie. Puis ça lui a rappelé des événements qui se passaient pas si loin de chez lui. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de vous dire à quoi ça réfère ça. Lui, il est à Rouyn-Noranda. En 2023, des incendies à travers à peu près tout le nord du Québec. Il y a eu des tempêtes aussi incroyables en 2022 en Outaouais. Il pense à ça, puis il rumine. Il a de la difficulté à arrêter de penser à tout ça. Kim, notre individu fictif, qu'est-ce qu'il va faire en réponse à ça? Il va avoir différentes stratégies. Je vous en nomme quelques-unes qui sont dans la première catégorie. Il va, par exemple, se mettre en action. Il va décider, lui, d'être écologiste. Il va avoir un engagement écologique, puis il va choisir d'attendre avant de s'acheter une voiture. Malgré qu'il habite à Rouyn-Noranda, il va faire le sacrifice d'attendre avant de s'acheter une voiture parce qu'il sait à quel point c'est polluant de se déplacer en véhicule. Il va à la place faire du vélo, faire du covoiturage. Il va garder son téléphone parce que ça aussi, il a entendu dire que l'électronique, c'était un secteur très polluant. Fait qu'il va juste garder son téléphone une année de plus. Juste ça, ça pourrait, selon lui, faire une différence au niveau environnemental. Puis, il va aussi parler à ses parents, ses amis. Il va suggérer aux gens autour de lui de faire plus attention à l'environnement. Tout ça, c'est différentes stratégies qui sont dans la catégorie de la résolution du problème. Sauf que quand on fait face aux changements climatiques qui sont tellement vastes, tellement difficiles à régler pour une seule personne, ça a ses limites, ça. C'est ce qu'on appelle aussi l'engagement écologique. C'est vraiment la partie action de la réaction de Kim ici. L'engagement écologique, rapidement, c'est à la fois le sentiment d'efficacité de l'individu et son action individuelle. Puis le sentiment d'efficacité, c'est à la fois un sentiment d'efficacité collective et d'efficacité individuelle. C'est bien, d'un point de vue sociétal, l'engagement écologique, on voudrait évidemment que tout le monde s'engage, on voudrait que les gens aient ce genre de stratégie-là, sauf que ce qu'on voit typiquement, c'est que l'action individuelle a tendance à être liée à l'éco-anxiété. Malheureusement, quand on prend l'habitude de s'engager pour le climat, quand on fait plein d'actions individuelles, on a tendance à vivre plus d'éco-anxiété, surtout quand l'action individuelle n'est pas liée au sentiment d'efficacité. Dans ce cas-là, ça fait un peu perdre le sens à nos actions, puis ça peut mener à différentes éco-émotions, dont l'éco-anxiété, entre autres. Fait que si la première catégorie de stratégie, elle est bonne d'un point de vue sociétal, mais moins bonne, si on veut, d'un point de vue individuel. Autre chose que Kim va faire, dans ce cas-ci, après avoir fait tous ces sacrifices environnementaux-là, il va se dire que, bon, finalement, au Québec, on n'est pas si mal que ça. Il va comme dédramatiser un petit peu la situation. Il va se dire, ben, c'est pire ailleurs. Au Québec, on a un bon système, on est résilient, on est capable de s'adapter. Il va se dire, bon, je suis un peu tanné des documentaires sensationnalistes, je vais arrêter. Tu sais, quand je me retrouve face à une mauvaise nouvelle dans les médias, ben, je vais laisser tomber, je vais passer à autre chose. Il va comme se cacher un petit peu de la réalité et il va ultimement accepter la situation, même s'il va peut-être continuer d'avoir ses actions individuelles bonnes pour l'environnement. Il va se dire que le problème est trop gros, qu'on n'y arrivera pas de toute façon, puis il va un peu devenir amer par rapport à ça. Ça, c'est des réponses qui sont naturelles. Possiblement qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont vécu ça à différents moments. C'est des réponses qu'on dit de gestion des émotions. Okay? C'est une autre manière de faire face aux situations
angoissante, si on veut. C'est une forme de désengagement émotionnel ici. Le désengagement émotionnel, il est bien dans le sens où il va prémunir contre l'éco-anxiété, mais évidemment que le désengagement, il va aussi prémunir contre l'action, en général. En tout cas, dans la recherche, c'est ce qu'on voit, là, quand on se désengage comme ça, on a tendance à avoir moins de comportements pro-environnementaux, puis ça, ben, pour la société, c'est pas l'idéal. Okay? Fait qu'on, on a vu que là, les deux premières catégories de stratégie, il y avait des points négatifs. La troisième catégorie, Kim ne le fait pas encore, là, mais c'est ce que je lui suggère ce soir. Ce qu'il pourrait faire, des exemples, quelques petits exemples, il pourrait, entre autres, porter son attention sur les initiatives qui ont déjà eu du succès. Okay? Fait qu'il y a des sites de nouvelles qui montrent les bons coups, qui montrent les histoires à succès, il y en existe. Okay? Il les a peut-être juste pas trouvés encore, là, mais ça existe. Puis quand on se concentre là-dessus, ça a quand même un effet assez important sur l'éco-anxiété. Il pourrait aussi s'entourer de camarades qui ont les mêmes valeurs que lui. C'est pas toujours évident, là, mais des fois, juste d'avoir un réseau social qui partage des valeurs, c'est super bénéfique. Il pourrait aussi, bon, d'un point de vue plus philosophique, il pourrait se rappeler que l'humain, il sait relever des défis immenses. On en a vu d'autres, on est capable de traverser ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la pensée magique, là, mais d'avoir une certaine confiance en ce que l'humain est capable de faire. Tout ça, c'est des exemples de stratégies qui sont dans la troisième catégorie, la catégorie de la quête de sens. Puis ici, c'est ça, ça englobe entre autres la pensée positive, la confiance, le recadrage positif. Et ça, on voit que dans la littérature scientifique que ce n'est pas associé à l'éco-anxiété. Les individus qui ont tendance à adopter ces stratégies-là n'ont pas tendance à vivre plus d'éco-anxiété, mais ont tendance à avoir un engagement écologique plus soutenu. C'est vraiment essentiellement, là, cette catégorie de stratégie-là, elle est bonne à la fois pour l'individu et pour la société. Que pense Kim à la fin de cet exposé, parce qu'il m'écoutait, de là-bas, là? Probablement que comme vous, après avoir entendu tout ce blabla-là, il est un petit peu saturé d'informations, je le comprends. Malgré tout, il a réussi à retenir la morale de l'histoire. Il a réussi à retenir que parmi les trois types de stratégies qu'on utilise pour faire face à l'éco-anxiété, c'était celle axée sur la quête de sens qui avait le plus d'intérêt, si on veut, au point de vue individuel et au point de vue sociétal. Puis sur ce, Kim devrait repartir avec des outils pour gérer ses éco-émotions. Je pourrais vous parler plus des éco-émotions si vous voulez dans les questions, mais ça fait le tour de ma présentation. J'aimerais ça savoir ce que vous pensez, vous, de la situation. Puis merci beaucoup. Ben, ça dépend de chaque personne, mais en fait, tous les comportements individuels qu'on fait au jour le jour, ils peuvent avoir du sens dépendamment de si on a confiance finalement, si on voit les autres autour de nous faire la même chose, si on voit nos modèles faire la même chose. T'sais, en tant qu'enseignant de sciences, ça je vais en parler après ma maîtrise, c'est sûr, à mes collègues, là, mais c'est important qu'une école, que les enseignants soient des modèles pour leurs élèves. C'est sûr que si on demande à nos élèves, bien, vous devriez faire telle affaire pour l'environnement, mais que soi-même on ne le fait pas, c'est là que ça n'a pas de sens. Fait que le sens, il apparaît quand il y a une cohérence, quand on voit que les gens font comme nous, puis quand on comprend aussi ce qu'on fait là. Si on dit à un enfant de faire une action qu'il ne comprend pas, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Fait qu'on peut aller chercher à différents endroits. D'autres questions? Oui? Bien, ça dépend des médias. C'est ça, ça dépend vraiment des médias. Au Québec, moi, en tout cas, c'est sûr que moi, je baigne là-dedans depuis longtemps, là, mais je ne suis pas particulièrement choqué là, de nos médias. En même temps, j'ai choisi mes médias. Mais il y a vraiment il y a des médias qui se spécialisent dans les bonnes nouvelles, puis on dirait que ça me fait du bien. Là. Une fois par semaine, je reçois une infolettre de c'est 1.5, je pense, qui fait que ça, là, partager des bons coups environnementaux, puis ça me plaît. Mais là,
je veux pas nommer de médias, mais c'est sûr qu'il y a des, tu sais, c'est un peu alléchant pour les médias d'être sensationnalistes. Je pense qu'ils savent que ça vend, que c'est ça qui stimule les gens, même si les gens, ça leur fait peur, mais ils vont quand même vers ce type de médias-là. Oui. Ben, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de grands médias en parler. S'ils en parlent, c'est une fois aux 2 ans ou aux 3 ans, mais moi, c'est sûr que dans ma recherche, j'en ai vu quand même pas mal, là, mais sur différents médias. Puis en général, c'est assez honnête quand même, là. Il y a quand même une reconnaissance de ce que c'est. Puis de plus en plus, ce que moi, j'essaie d'amener aujourd'hui, là, je le vois dans les médias. Il y a différentes, tu sais, souvent c'est constructif. Là, on amène l'éco-anxiété, puis on l'explique, puis on dit ce qu'on peut faire, tu sais, pour le gérer. Oui. Mm. Ouais. Ouais. Je, j'ai simplifié un peu, là, merci pour la question. J'ai simplifié, c'est sûr, ce soir. Là. Mais l'éco-anxiété en tant que telle, moi, je ne considère pas que c'est quelque chose qui est une maladie. C'est pas un mal en soi. Ben, je veux dire, les gens peuvent en souffrir là, de l'éco-anxiété, mais en tant que tel, c'est un signal d'alarme, là, l'éco-anxiété. Puis, de manière générale, l'anxiété, c'est un signal d'alarme. Puis, c'est ce qui peut nous amener à nous mobiliser, à faire ce qu'il faut. Fait que, je pense pas qu'il faut éradiquer l'éco-anxiété, mais moi, ce que je propose, c'est de trouver des manières de vivre avec, à la limite, d'en profiter, si on veut. Oui? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, à la base, j'ai une grande curiosité. J'essaie de pousser ça aussi chez mes élèves. La quête de sens. C'est sûr que c'est ça, essayer de trouver, tu sais, essayer de diriger la quête d'information de nos élèves vers des sources inspirantes. Si on veut, là, déjà, ça c'est bon. Euh, un peu comme j'ai répondu tantôt, tu sais, de trouver des initiatives qui résonnent avec ce que nous on fait, avec ce que nous on comprend qu'il faut faire finalement. Fait que, tu sais, se trouver un réseau social un petit peu qui fait que ça a du sens ce qu'on fait. Euh, Puis c'est ça, aller vers les médias qui font la promotion des bonnes nouvelles, même s'il y en a pas tant. Merci.